Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue dans ce tout premier webinaire Bel Âge. Je suis Aline Pinksteren, éditrice et rédactrice en chef du magazine. Donc aujourd'hui, on va parler de fausses nouvelles et de comment les détecter avec deux experts que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, justement, je vais vous donner quelques détails techniques parce que je vois déjà qu'on a des questions à ce sujet. C'est normal que vos micros et vos caméras ne soient pas allumées. C'est parce qu'on est plusieurs centaines en ligne et donc c'est pour la qualité du son et de l'image. Donc, vous verrez uniquement les panélistes, nos expertes et moi-même. Par contre, bien sûr, les questions sont les bienvenues. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, pour poser vos questions, ce n'est pas à travers la petite main, parce que je vois déjà que j'en ai aussi, ce n'est pas la main jaune, ni converser. Pour poser vos questions, c'est à travers l'icône Q et R. Donc, vous ouvrez la boîte Q et R et que vous avez en bas de votre écran, à côté justement de la petite main jaune. Et c'est à travers ça qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, comme je le disais, on va parler de fausses nouvelles aujourd'hui. Avec deux expertes que je vais vous présenter. Comment ça va se dérouler? Donc, on aura 20 minutes de présentation de la première experte, 20 minutes de présentation de la seconde experte, et ensuite, on aura 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, notre premier sujet sera émotions et fausses nouvelles. Qu'est-ce qui pousse certains à partager une nouvelle, même s'ils savent qu'elle n'est pas vraie? Donc, notre experte, c'est Marie-Ève Carignan. Je vais la présenter, je vais lire sa bio parce que je vais être sûre de ne rien oublier. Donc, Marie-Ève Carignan, PhD, est professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elle concentre ses recherches sur l'impact des médias en société, l'analyse de contenu médiatique, l'éthique et la déontologie du journalisme, la désinformation, la communication de risques et de crise, ainsi que les stratégies de communication en santé. Elle a également obtenu de nombreux financements de recherche, notamment pour étudier les stratégies de communication des acteurs en santé publique dans le contexte de la Covid-19, ainsi que pour analyser les impacts de la désinformation, la montée des thèses complotistes, ainsi que l'efficience des outils de prévention. Bonjour Marie-Ève, bienvenue. Bonjour. Notre deuxième volet de cet après-midi, ça va être les étapes à suivre avant de partager une nouvelle. Et notre experte pour cette présentation sera Colette Brun. Colette Brun est professeure titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Sa recherche et son enseignement portent sur les transformations actuelles du journalisme et des pratiques informationnelles des citoyens. En plus de coordonner l'édition canadienne du Digital News Report depuis 2016, elle siège au comité scientifique de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux et éthiques de l'intelligence artificielle et du numérique et au comité directeur du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Bonjour Colette, bienvenue. Bonjour. Donc, comme je vous le disais tantôt, après leurs interventions, nous répondrons à vos questions. Pour nous écrire, petit rappel, donc c'est à travers le Q et R que vous avez en bas de votre écran. Je voulais aussi mentionner, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, que ce webinaire a été rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Canada et de son initiative de citoyenneté numérique. Nous les remercions. Donc, à vous la parole, Marie-Ève. Bonjour, merci Aline pour la présentation. Donc, ce sera quand même informel, mais je vais donc vous parler autour de ce thème-là. Qu'est-ce qui nous pousse à partager des fausses nouvelles et aussi par la bande des thèses conspirationnistes, pourquoi? Et puis, donc, je suis ouverte à vos questions également. Et Colette, si... bon, on se tutoie parce qu'on se connaît bien, mais si tu veux intervenir ou ajouter des choses pendant que je parle, gêne-toi pas, c'est pas formel, pas de problème. Donc, je voulais, dans le fond, pour les quelques 15-20 minutes qui vont suivre, vous présenter un peu d'abord qu'est-ce qu'une fausse nouvelle. Quand même, je trouvais que c'est important pour mettre la table, juste qu'est-ce qu'on définit comme fausse nouvelle versus d'autres types de désinformation. Ensuite, je vais parler un petit peu de pourquoi on partage des fausses nouvelles versus pourquoi on partage ce qu'on qualifie davantage de thèses complotistes. Et ça me permettra ensuite de passer la parole à Colette pour parler de solutions puis comment s'assurer de ne pas partager ce genre d'informations trompeuses. Voilà. Donc, pour commencer, je voulais
juste mettre la table en parlant, on a entendu beaucoup depuis quelques mois parler de désinformation. L'Organisation mondiale de la santé, après quelques semaines de pandémie, a parlé d'une infodémie. Qu'est-ce qu'il entend par infodémie? Dans le fond, c'est un moment où on est devant une surabondance d'informations, à la fois fausses et vraies, et c'est très difficile de départager dans toutes ces informations-là qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on comprend que c'est difficile parfois même pour nous, profs de journalisme ou de communication, qui n'avons pas toujours le temps de vérifier tout ce qui circule. Alors pour un citoyen, on ne sait pas non plus le travail ni l'objet de recherche, c'est encore plus difficile. C'est pour ça qu'on a parlé d'une infodémie. À la mesure où se multipliaient les informations sur le COVID-19, bien, se multipliaient aussi toutes les informations fausses et la désinformation. C'est un phénomène qui est présent depuis plusieurs années avec le web, mais qui a été un peu mis en lumière avec la pandémie parce que là, vraiment, très, très rapidement, toutes sortes d'informations sont mises à circuler. Et comme les gens cherchaient beaucoup de réponses à leurs questions, étaient très présents sur le web, ils étaient encore plus surexposés à cette désinformation-là. Donc, dans ce qu'on qualifie de désinformation, il y a évidemment les fausses nouvelles. Et je trouvais ça important quand même de faire une petite distinction entre les fausses nouvelles et ce qu'on qualifie de thèse complotiste. Il y a différents termes pour le qualifier. Mais donc, est-ce qu'on m'entend bien? Je vois quelqu'un qui dit que le volume du son ne fonctionne pas. Oui, on m'entend bien. Oui. Parfait. Donc, voilà. Les fausses nouvelles, c'est vraiment des informations qu'on sait fausses et que l'auteur qui les diffuse savent fausses. Donc, eux, vraiment, les ont diffusées pour un autre dessin en sachant qu'elles étaient fausses. Quand nous, on les reçoit, on ne sait pas toujours qu'elles sont fausses, par contre. Mais la personne qui en est l'auteur le sait très bien. Les fausses nouvelles sont diffusées puis construites pour différentes raisons. D'abord, il y en a qui sont diffusées pour carrément faire de l'argent, donc pour des raisons économiques. On l'a vu beaucoup avec, par exemple, la présidentielle américaine de 2016, où là, il y a différents sites, par exemple en Macédoine, qui ont été créés où les auteurs de fausses nouvelles faisaient ça vraiment pour attirer des clics, vendre de la publicité, et eux produisaient des fausses nouvelles simplement pour faire des profits sans avoir une idée de l'impact potentiel que ces fausses nouvelles-là pouvaient avoir socialement, politiquement. Il y a aussi des fausses nouvelles qui sont créées vraiment dans le but de tromper, donc soit dans le but d'influencer les choix politiques des citoyens, les choix sociaux, mais donc pour avoir vraiment un impact social. Parfois, leurs auteurs veulent aussi faire entendre leur point de vue et donc ils se servent de ça pour essayer de mettre en valeur leur point de vue politique ou social. Tandis qu'à côté de ça, on a ce qu'on a qualifié de thèse conspirationniste ou complotiste. Vous en avez sans doute entendu parler dans les derniers mois. On a vraiment beaucoup entendu parler de ça dans les médias depuis quelques mois, mais c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on entend par le phénomène des thèses complotistes pour les gens qui ne s'intéressent pas à la question. En tout cas, moi, je vais donner la distinction que nous, on donne vraiment là, avec l'équipe de chercheurs de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. La différence qu'on fait entre les deux, c'est que les thèses conspirationnistes, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a comme idée? Il y a l'idée qu'il y a vraiment un complot. Donc, il y a des gens qui sont organisés pour cacher quelque chose et qui, eux, ont des réponses à nos questions. Donc, ces thèses complotistes-là qui circulent font en sorte qu'on pense que, par exemple, si on pense à la COVID, qu'il y aurait des grandes pharmaceutiques impliquées dans un complot avec possiblement des acteurs politiques, des acteurs économiques puissants. Vous avez peut-être entendu parler depuis quelque temps d'États profonds ou d'États secrets. Donc, ça veut dire que des gens complotent entre eux pour cacher des choses ou fabriquer des choses sans qu'on le sache. Donc, c'est l'idée d'une thèse complotiste. Il y a déjà eu des complots dans l'histoire qui se sont avérés et l'idée n'est pas de dire qu'un complot, c'est impossible. Il y a certains complots qu'on a déjà dévoilés, souvent justement grâce à des journalistes qui ont mis en lumière qu'un complot avait lieu. Mais la différence entre un complot potentiel puis une thèse complotiste, c'est que là, les thèses complotistes impliquent tellement d'acteurs que c'est à peu près impossible qu'autant d'acteurs soient impliqués dans un secret sans qu'on soit au courant de ça. Et à la différence des fausses nouvelles, les thèses complotistes, ce qui est vraiment particulier, c'est que souvent, leur auteur y croit beaucoup. Il y en a qui partagent des thèses complotistes sans nécessairement y croire pour peut-être se donner de la visibilité ou donner un pouvoir politique à ce qu'ils veulent dire, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont trouvé des réponses à leurs questions, qui ont mis en lumière
des intérêts cachés de gens qui circulaient, là, qui ont l'impression d'avoir un peu une mission. Donc, c'est comme si ça donne un sens à leur vie. Émotivement, ils ont l'impression de contribuer à aider la société, à donner des réponses. Et donc, c'est pas malicieux quand ils partagent ces thèses complotistes-là nécessairement. C'est vraiment parce qu'eux, ils adhèrent à ça. Ils ont l'impression que là, ils veulent éveiller les gens puis qu'ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Donc, c'est vraiment intéressant de faire la distinction entre les fausses nouvelles puis les thèses complotistes parce qu'on ne les partage pas nécessairement pour la même raison, puis ils ne comportent pas non plus le même genre de message toujours. Souvent, quand on pense, par exemple, à la COVID-19, bien, les fausses nouvelles, on va voir beaucoup de fausses nouvelles sur de potentielles façons de prévenir la maladie, des faux traitements. On a vu exposez-vous à la vitamine D. Prenez des bains dans l'eau de Javel, des trucs comme ça. L'OMS en a vraiment relevé plusieurs. Et on va voir à côté de ça aussi, donc, des faux traitements. On s'est questionné sur est-ce que différents médicaments étaient efficaces, par exemple, pour contrer la COVID, de fausses causes de la maladie. Donc, ça, c'est tout dans la catégorie des fausses nouvelles, tandis que quand on tombe dans des thèses plus conspirationnistes, c'est est-ce que le vaccin a été créé en laboratoire? Est-ce qu'il est causé par la 5G, par Bill Gates qui veut faire un vaccin puis nous implanter des puces? Donc, on est vraiment dans l'idée où il y a un complot puis des gens qui ont créé ce virus-là, finalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe en particulier en ce moment? Ce qu'on voit, c'est vraiment que les réseaux sociaux sont un facilitateur de ces fausses nouvelles-là. Ils viennent vraiment exacerber le fait qu'on est exposé à ces fausses nouvelles-là. C'est pour ça que ce n'est pas nouveau avoir des fausses nouvelles, mais les réseaux sociaux sont importants dans l'équation. Parce que comment les réseaux sociaux fonctionnent, bien, ça fait en sorte qu'on est plus susceptible de voir passer des fausses nouvelles si on est très présent sur les réseaux sociaux, on va y être exposé. Et comme les fausses nouvelles sont souvent très spectaculaires, bien, on est plus susceptible aussi de les partager. C'est ce qui se passe. On va voir vraiment que les fausses nouvelles, selon différentes études, circulent 2 fois plus vite que des nouvelles qui sont véridiques. Donc, ils circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a plus de chances d'y être exposé, plus de chances de les voir, plus de chances de les partager aussi. Et pourquoi ça? Bien parce que, l'algorithme des réseaux sociaux fait en sorte que ce qui est beaucoup vu, ce qui est beaucoup lu, ce qui est beaucoup partagé est encore plus exposé par les algorithmes. Et on va essayer de nous partager du contenu qui est susceptible de nous intéresser. Les fausses nouvelles répondent à ça. Donc déjà, on part avec un biais où on risque de les voir. Et pourquoi après ça, nous, on les repartage? Bien, déjà, il y a le côté que ces nouvelles-là sont souvent surprenantes, hein, très spectaculaires. On a l'impression qu'ils apportent une réponse à un problème social, si on pense à la pandémie, ou ça peut être bêtement un fait divers, mais qui est tellement surprenant qui attire notre attention. Souvent, ces fausses nouvelles-là vont avoir des images chocs, des photos spectaculaires ou des titres très spectaculaires aussi qui attirent l'attention et qui vont faire en sorte qu'ils vont accrocher notre œil. Donc, par exemple, pendant la campagne électorale américaine, je reprends cet exemple-là, mais ce qu'on voyait souvent, c'était des titres qui mettaient en lumière des vedettes. Donc, le pape endosse le candidat Trump, ce qui n'était pas vrai, mais c'est spectaculaire. Ou on prête une relation entre Yoko Ono et Hillary Clinton et on met des photos, alors ça attire l'œil et les gens vont avoir tendance à cliquer pour aller voir parce que ça attire la curiosité, c'est spectaculaire. Et ce côté surprenant, spectaculaire-là nous pousse à cliquer puis à aller consulter les fausses nouvelles. Et là, c'est plus dur à aller voir est-ce que c'est une nouvelle qui est fiable ou pas. Colette pourra dire tout à l'heure comment on vérifie est-ce que c'est vrai ou pas ces nouvelles-là. Il y a aussi des gens qui les partagent, même si après avoir vérifié justement d'où elles proviennent cette nouvelle-là, ils voient que c'est faux. Ils décident de les partager quand même. Et là, pourquoi ils font ça? Bien, ce qu'on va voir, entre autres, dans différentes études, c'est qu'il y a des gens qui décident de partager ces fausses nouvelles-là parce qu'elles rejoignent leurs convictions. Donc, des gens disaient à des chercheurs, oui, je sais que c'est faux, mais ça aurait pu être vrai. Alors, je l'ai partagé quand même parce qu'au fond de moi, je me dis que ça peut être vrai. Un exemple de ça, il y a une photo qui a circulé longtemps là, sur les réseaux sociaux où c'était un autobus vide du réseau des transports de Montréal, mais de loin, on pouvait penser que c'était des gens, des femmes voilées qui étaient assis dans l'autobus parce que le jeu de lumière et de banc vide pouvait donner cette impression-là. Et il y a des chercheurs qui demandaient aux gens, mais pourquoi vous avez partagé cette photo-là? Saviez-vous que c'est des bancs vides? Oui, mais on est en train de, selon nous, se faire envahir par l'immigration. Donc, ça rejoint quand même ce qui pourrait arriver. Alors, je l'ai partagé, même sachant que c'était faux.
Et là, à ce moment-là, c'est vraiment un problème parce qu'en partageant des nouvelles, même si on sait qu'elles sont fausses parce qu'elles rejoignent des valeurs politiques, sociales qui soient justifiables ou pas, dépendant des points de vue, mais ça vient contribuer à cette circulation-là dont je parlais tout à l'heure, qui est facilitée par les réseaux sociaux. Un autre point qui fait en sorte qu'on partage des fausses nouvelles, il y a des études qui mettaient de l'avant que des gens qui partagent ces fausses nouvelles-là le font sans se poser de questions. Donc, des individus disaient, oui, nous, on partage ça sur notre page de Facebook ou Twitter ou peu importe le réseau social qu'on utilise parce que je me fais un relais d'informations intéressantes pour les gens que je côtoie. Et je ne me pose pas la question de est-ce que c'est vrai ou pas. C'était aux gens qui le voient d'aller vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Mais donc, en faisant ça, je relais de la fausse information sans plus me poser de questions juste parce que je la trouve intéressante. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent de l'information qui est spectaculaire et qui est accrocheuse, la fausse information. Il y a beaucoup de chances donc que je la partage. Fait que c'est d'avoir le réflexe de dire est-ce que c'est justifié de partager ça pour intéresser les gens ou je devrais un petit peu avant me poser la question est-ce que cette information-là est la bonne? Parce que forcément, si je veux attirer les gens, c'est de l'information qui est très spectaculaire et qui correspond à ces critères-là. C'est pour ça, finalement, qu'on est vraiment exposé à cette fausse information-là. C'est de l'information qui est souvent surprenante, qui rejoint des positions sociales parfois très polarisées ou qui nous semblent rassurantes dans des contextes de crise comme celle de la pandémie où là, j'ai l'impression qu'il y a des remèdes, qu'il y a des façons de me protéger et ça donne des réponses à mes questions. Et justement, ça m'emmène à parler aussi de nos dernières recherches. On s'est davantage penché sur les théories du complot. Je sais que ça sort un peu de juste les fausses nouvelles en tant que telles, mais je trouvais que c'était tellement complémentaire qu'on ne peut pas vraiment en faire l'économie, surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que je voulais terminer ma première intervention là-dessus. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, on les a distingués un peu des fausses nouvelles là, dans le cadre de nos recherches. Puis depuis janvier dernier, on a eu un financement des instituts de recherche en santé du Canada avec une équipe qui est en communication, en politique et en santé, où là, vraiment, le but de notre recherche était d'aller voir comment les gens recevaient les communications de santé publique, comment ils comprenaient les messages de santé publique de l'Organisation mondiale de la santé, des politiques, comment ils réagissaient à ces messages-là par rapport à leur santé psychologique à eux. Donc, on avait une équipe de santé publique pour mesurer ça, mais aussi par rapport à toute la désinformation qui circulait. Donc, autant les fausses nouvelles que les thèses complotistes. On était en janvier quand on a demandé le financement pour ce projet-là. On anticipait qu'il y aurait de la désinformation sur la COVID. On ne savait pas à quel point. On ne s'était pas trompé. Finalement, le phénomène a pris plus d'ampleur que ce qu'on avait anticipé même. Mais donc, ce qu'on a vu, hein, même avant la pandémie, on voyait que les Canadiens rapportaient en général un pourcentage phénoménal de Canadiens disaient avoir déjà été pris en consultant une information qu'ils ont d'abord cru vraie et qui s'est avérée fausse. Donc, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Sur le coup, on n'a pas le temps de vérifier, on pense que c'est potentiellement vrai et ça s'avère faux. Mais là, pendant la pandémie, quand on posait la question aux gens, là, on voyait que vraiment, là, au Canada, au moins un répondant sur 10 nous disait que consciemment, là, il avait réalisé qu'il avait regardé des nouvelles qui s'avéraient fausses sur la pandémie et même ça montait de plus en plus. Et dès le début là, de la pandémie, on voyait que beaucoup de gens avaient déjà aperçu des nouvelles qu'ils considéraient comme fausses. Et ça, c'est sans parler de ceux qui ont peut-être vu passer et qui ne savaient pas être fausses. Donc, beaucoup de gens ont été vraiment exposés à ces nouvelles-là. Et à côté de ça, est apparu toutes sortes de thèses, comme je le disais, complotistes, conspirationnistes, qui disaient qu'il y avait un complot derrière la pandémie. Et nos derniers chiffres, en novembre dernier, nous montrent qu'au Canada, c'est 1 personne sur 4 environ, là, 25% de nos répondants qui adhéraient aux énoncés complotistes qu'on leur a soumis. Donc, plus qu'un, au moins quelques-uns. On a fait une échelle avec les 5 énoncés complotistes et donc qui adhéraient au moins là, à 25 points sur 50. Donc, c'est-à-dire qu'un quart de la population se fait prendre par ces énoncés complotistes-là. Et quand on regarde pourquoi, puis qu'on fait le lien avec d'autres questions de sondage qu'on leur a soumis, ce qu'on voit notamment, c'est vraiment que justement le contexte de la pandémie était particulier. Beaucoup de gens qui vivaient de l'anxiété parce qu'on craint pour notre santé, hein, forcément, de ne pas savoir ce qui s'en vient, la santé de nos proches.
La santé financière aussi, beaucoup de gens avaient perdu leur travail ou perdu des revenus, faisant en sorte que les gens étaient très insécurisés et en plus étaient confinés, donc avaient beaucoup de temps libre pour aller sur les réseaux sociaux et regarder ce qui se passait en ligne. Et là, étaient surexposés à cette désinformation-là de toutes sortes, fausses nouvelles, thèses complotistes, et cherchaient des réponses à des questions qu'ils ne trouvaient pas dans les médias traditionnels. Forcément, parce qu'au début de la pandémie, il n'y avait pas nécessairement de données probantes sur la maladie. On la connaissait peu. On était en train de faire des recherches scientifiques. Et encore plus insécurisant, parfois, il y a des recherches qui se contredisaient. Là, les gens disaient, comment ça, la recherche se contredit? On ne comprend pas toujours que d'une recherche à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Et ces gens-là voyaient des informations sur les réseaux sociaux qui étaient parfois fausses, mais qui pouvaient sembler crédibles, réconfortantes, parce qu'ils apportaient des réponses, des solutions à des questions. Et même si c'était l'idée qu'il y a un complot, au moins ça donne sens à ce qui se passe. Ça donne l'impression d'avoir un sens et ça conforte émotivement de se dire, je fais partie d'une réponse, je peux essayer de changer les choses. Et ça a vraiment contribué à la circulation de la désinformation depuis le début de la pandémie, cette anxiété ou ce besoin de réponse-là. Et ce qui est particulier, c'est que, on l'observait en avril dans notre premier sondage canadien et en juin. Là, on a fait un troisième sondage en novembre et ce qu'on voit, c'est que l'adhésion aux thèses complotistes, c'est non pas diminué, mais accentué. Alors, malgré qu'on reçoit des réponses sur la pandémie, sur la science, c'est comme si le fait que ça circule tellement partout, mais n'a pas fait en sorte que l'adhésion à ces thèses-là a diminué malgré tout ce qu'on voit pour essayer de contrer cette désinformation-là et de rectifier les faits. Ça, c'est un peu préoccupant pour nous de voir que ça ne diminue pas en ce moment là, dans nos données. Évidemment, il y a différents facteurs qui expliquent ça. Ce n'est pas tout le monde qui adhère au même niveau et ce n'est pas tout le monde non plus qui adhère pour les mêmes raisons. D'ailleurs, je vais finir avec ça dans les raisons qu'on a pu ressortir de nos premiers croisements de données pour expliquer qu'est-ce qui poussait les gens à adhérer à cette thèse complotiste-là. On voit que ce n'est pas uniforme d'une personne à l'autre. Il y a différentes raisons. Ce n'est pas tout le monde qui arrive devant ces fausses informations-là au même moment et pour les mêmes raisons, mais il y a certaines tendances. On voit que les gens qui s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils croient plus parce qu'ils sont plus exposés à ça. Donc, forcément, si je m'informe par les médias traditionnels, si je vais voir dans les journaux, à la télé, à la radio, sur les sites des autorités de santé publique, l'OMS ou autres, j'ai moins tendance à croire à ces fausses informations-là, sans doute parce que je suis exposée à d'autres informations qui mettent en contexte et qui s'opposent. Aussi, on a pu voir que le niveau de scolarité était un facteur. Alors, le niveau universitaire semble faire en sorte que si j'ai un niveau universitaire, je crois moins à ces fausses nouvelles-là ou ces thèses complotistes-là. Peut-être que j'ai développé un peu plus un sens critique, une meilleure compréhension peut-être de comment fonctionne la science, justement pour comprendre que c'est normal que certaines données se contredisent, évoluent, et aussi comprendre peut-être comment fonctionnent les médias, la recherche, le débat. Donc, ça peut être un facteur. On voit aussi que le niveau de confiance envers les autorités est un facteur. Plus les gens sont méfiants envers le gouvernement, envers les scientifiques, envers les médias d'information aussi, plus ils ont tendance à adhérer à ces thèses complotistes-là parce que, justement, on se méfie des sources officielles, alors on va chercher des informations ailleurs. Et aussi, ce que l'équipe de santé publique avec qui on travaille a nommé le sentiment de cohérence a vraiment joué un rôle depuis le début de la pandémie. Si ce qui se passe en ce moment ne fait pas de sens, pour moi, je ne suis pas capable de me dire, OK, en étant confinée, je vais essayer de trouver de nouvelles façons de faire du sport, de nouvelles façons de m'occuper, de me dire, mais c'est juste un moment, ça va passer, mais que tout ça ne fait pas de sens pour moi. Mais ce manque de cohérence-là va me pousser à peut-être adhérer à de la désinformation, à aller ailleurs pour chercher des réponses justement à ce qui se passe. Donc, on voit vraiment que la santé psychologique peut vraiment être liée aussi pour certaines personnes. Là, évidemment, comme je dis, on ne peut pas généraliser, mais c'est un facteur potentiel. Et je terminerai là-dessus. Nos données nous montrent aussi qu'il y a vraiment un lien. Donc, plus que j'adhère à des fausses nouvelles, mais surtout à des thèses complotistes, moins je suis en accord avec les mesures de santé publique. Donc, plus les gens qui adhèrent à ces fausses nouvelles-là ont tendance à trouver des mesures sanitaires pas claires, pas adaptées, à moins vouloir les appliquer également et vont se montrer soit plus hésitants ou vont refuser carrément les propositions vaccinales. Donc, nos dernières données nous montrent vraiment une hausse de l'hésitation vaccinale, où même les gens qui étaient prêts à avoir le vaccin en juin commencent à hésiter en novembre parce que justement, on voit toutes sortes de désinformations circuler sur le vaccin.
Et ça fait en sorte là, que beaucoup de gens en ce moment se posent beaucoup de questions et le niveau d'hésitation vaccinale dans nos données là, est vraiment important justement et lié de façon claire là, avec l'adhésion à des fausses nouvelles ou des thèses complotistes. Donc, je vais finir là parce que c'était surtout une mise en contexte que je voulais faire. Je vais laisser du temps pour les questions. Et là, je n'ai vraiment pas apporté de solution parce que je savais que c'était Colette qui allait arriver avec ça. Évidemment, je vous apporte le côté sombre un peu des choses, mais il y a des solutions pour régler tout ça. Un grand merci, Marie-Ève. Donc, si vous avez des questions pour notre experte, vous pouvez les poser, je le rappelle, dans le Q et R que vous avez en bas de votre écran. On a déjà des questions très intéressantes. Donc, Pierre, Mario, Céline, entre autres, et je vois aussi qu'on a des spectateurs anonymes. Donc, vos questions seront, on répondra à vos questions après l'intervention de notre deuxième experte. Mais avant ça, nous avions une petite question pour vous. Donc, on va faire un petit sondage ensemble. Je vais ouvrir le vote. Donc, en fait, vous voyez apparaître à votre écran comment consommez-vous vos nouvelles. C'est un choix multiple. Donc, vous pouvez cliquer pour voter. Donc, est-ce que vous les consommez à la télévision, à la radio, dans les journaux et magazines imprimés, sur les sites Internet des grands médias, sur Facebook ou Twitter? Je vous laisse, on va se laisser un petit 30 secondes là, pour voter. Je vois les chiffres qui montent. Donc, on va regarder. Bien sûr, vous allez voir les résultats après. Donc, on va laisser encore un petit peu de temps parce que je vois que ça continue. J'attends que ça se stabilise parce que là, on a presque tout le monde qui a voté. J'attends encore un petit peu. On a 80% de vote. OK. On a tout le monde qui participe, c'est très chouette. Alors, je crois que j'y suis. Donc voilà, je mets fin au vote. Vous allez voir. Je partage les résultats. Donc, en grande majorité, à la télévision. C'est rassurant pour nous aussi parce que je vois que les journaux et magazines imprimés sont bien placés et les réseaux sociaux, Facebook et Twitter viennent en dernier, donc c'est plutôt bon signe, je pense, par rapport à ce que Marie-Ève vient de nous dire. Donc, on va passer donc à notre deuxième expert. Donc, l'idée, c'est justement, on passe en côté concret, comme le disait Marie-Ève, c'est les étapes avant de partager une nouvelle. À quoi faudrait-il faire attention avant de partager une nouvelle? Donc, on va poursuivre avec Colette Brun. Je rappelle que Colette est professeure titulaire au département d'information et de communication à l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Je vous l'ai présenté tantôt. Donc, à vous, Colette. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très contente d'être là. Alors, je vais faire un partage d'écran. Oups. J'essaie de faire un partage d'écran. OK. Je vais y aller dans le partage de base, ça va être plus simple. Bon. Normalement, vous devriez voir une diapo. Ça va pour vous? Alors, Marie-Ève a très, très bien mis la table. Je peux vous parler un petit peu des travaux qu'on est en train de faire au Centre d'études sur les médias. On a reçu aussi un financement de l'initiative de citoyenneté numérique, donc de Patrimoine canadien, pour faire une enquête auprès de jeunes adultes, pour tester leur réponse à un outil en ligne d'apprentissage d'éducation média, on pourrait dire, de lutte à la désinformation. Donc, on a développé un outil spécifiquement pour ça, qu'ils peuvent utiliser sur leur téléphone mobile, et on est en train de le tester. En fait, on va le tester cette semaine, là. Donc, ça se destine à des jeunes qui sont peut-être un peu plus marginalisés. Et puis, donc, ça, c'est une étude qui est en cours. On fait aussi une veille, on a fait une veille de la recherche et des articles de fond, des publications gouvernementales et autres sur le thème de l'infodémie. Donc, c'est un peu différent de l'enquête de Marie-Ève, qui est une enquête par sondage, qui est faite au Québec. Alors, nous, on a regardé de la recherche, on a parlé aussi à des experts des experts surtout au Québec, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait autour de l'infodémie dans la première vague de COVID-19. Donc, on est plongé à fond là-dedans. Et donc, c'est vrai qu'on est très orienté sur une approche plus éducation médias, consommation des médias. Donc, c'est un petit peu à partir de ça que je vais vous parler.
Juste peut-être un petit mot complémentaire sur la notion de fausse nouvelle. C'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup les universitaires parce que ça désigne tellement de choses différentes entre, par exemple, les sites de satire qui font, si vous connaissez peut-être Le Revoir, qui reprend un peu la maquette du Devoir, et des sites comme ça qui font de l'humour ou qui font de l'ironie, qui jouent justement sur ces codes-là de l'incertitude de l'information, quelque chose qui ressemble à de l'information puis qui finalement n'est pas. La satire, c'est quelque chose de très positif et même si on se fait prendre, ça nous fait réfléchir justement sur ce qu'on préfère appeler en fait la désinformation. Et la désinformation, ça rejoint, en fait, on peut dire que la désinformation s'appuie sur les théories du complot, mais ce n'est pas que les théories du complot. On va parler de la diffusion d'informations qui est fausse ou qui est trompeuse, qui peut être en partie vraie, mais qui est présentée de manière un peu tendancieuse ou, enfin, pour nous amener à faire des fausses conclusions. Et ce qui est particulier avec la désinformation par rapport à ce qu'on appellerait de la propagande, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on nous envoie ça. Vous avez sûrement entendu parler du mouvement QAnon qui est très mystérieux, on ne sait pas qui est derrière ça et ça fait partie un peu de l'attrait de ces contenus-là, qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux derrière tout ça. Donc, on va parler de désinformation et de désinformation en ligne. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On peut faire remonter ça à l'origine de l'humanité. Là, c'est notre tendance à croire des rumeurs, à croire des choses qui sont ce qu'on appelle les légendes urbaines, etc. Mais quand on parle de désinformation en ligne, on s'intéresse justement au rôle des médias sociaux et des plateformes numériques dans la diffusion, dans l'amplification et même la mise en réseau des gens qui partagent ces contenus-là. On va parler aussi de mésinformation pour parler du partage de ces fausses informations-là, mais sans nécessairement avoir des intentions malveillantes. On se fait prendre, on partage, et puis on contribue à propager ces contenus-là, mais on peut être tout à fait de bonne foi. Donc, ne soyons pas des mésinformateurs, résistons à la désinformation. Marie-Ève vous a parlé du contexte de pandémie et du terme infodémie qui a été effectivement mis de l'avant par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, non, ce n'est pas un complot mondial pour nous injecter des puces dans nos gènes ou je ne sais pas trop quoi. C'est un regroupement, c'est une organisation, une ONG mondiale qui a notamment, qui est composé d'un grand nombre d'experts et d'autorités de santé publique à travers le monde. Et évidemment, quand il y a une pandémie mondiale, leur objectif, ce n'est pas non de soutenir l'industrie pharmaceutique, mais plutôt de protéger la santé, y compris des gens les plus défavorisés des pays. Donc, c'est une organisation tout à fait fiable et pertinente. Ça ne veut pas dire qu'elle est infaillible, l'Organisation mondiale de la santé. Elle fonctionne par consensus scientifique, tout comme toutes les autorités de santé publique. Et le problème avec un nouveau virus, comme le coronavirus qu'on appelle la COVID-19, c'est que c'était une maladie qui était nouvelle, qui était émergente à la fin de l'année dernière et ça nous a pris du temps pour la comprendre, ça a pris du temps pour la science de vraiment comprendre la structure et la propagation du virus. À un moment donné, on nous disait, bon, il faut désinfecter toutes les surfaces tout le temps. Finalement, on s'est rendu compte que les surfaces n'étaient pas tant un moyen de propagation tant que ça. Il y a encore des débats sur les moyens de propagation, sur le port du masque, etc. Mais le consensus pour le moment, c'est que le port du masque, c'est une bonne méthode, ce qu'on appelle un geste barrière là, pour empêcher la propagation. Donc, pour revenir à la question de l'infodémie, comment est-ce qu'on s'y retrouve? On a ici une série de 7 conseils. Et puis moi, je vous dirais d'adopter ces 7 étapes-là qui sont très bonnes. C'est sûr que 7 étapes, ça fait peut-être beaucoup. Je me concentrerai peut-être surtout sur la première étape qui est celle de la source. Et l'étape 6, bon, les autres sont des plus petites étapes qui sont peut-être moins compliquées. Évaluer la source, ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Et analyser ses préjugés, certainement non plus parce que Marie-Ève parlait de la
la réponse émotive ou du fait que des informations peuvent venir conforter nos croyances. Et des fois, ce qu'on dit, juste d'arrêter et de prendre quelques secondes pour y penser, ça peut faire la différence. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites comme ça pour montrer que quand on rappelle aux internautes, quand il y a un petit message qui apparaît à l'écran, êtes-vous bien sûr, voulez-vous vérifier ça avant de partager ce lien? Ça a un impact. Les gens vérifient et il y a beaucoup moins de partage de désinformation. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Pour ce qui est d'évaluer la source, ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai vu dans la discussion, on nous posait la question, est-ce qu'on peut croire les informations diffusées dans les médias? Et puis, bon, que ce soit TVA, Radio-Canada, Fox News ou autres, on vous dira, je pense que Marie-Ève et moi, on a certainement nos sources préférées, mais les médias d'information professionnels, donc TVA et Radio-Canada, c'est certainement le cas. Fox News, c'est un peu plus compliqué. Et on va avoir des journalistes, puis on va avoir des intervenants dans certaines émissions qui vont être plus des commentateurs, des chroniqueurs, qui vont donner plutôt leur opinion. Alors ça, c'est pas toujours facile à distinguer quand on n'est pas soi-même journaliste ou professeur de journalisme. Donc, c'est une distinction qui peut être plus difficile. Et puis, ça vaut aussi pour la presse écrite, d'autant plus que maintenant, quand on reçoit des articles dans notre fil de médias sociaux, on voit apparaître un article, mais ce n'est pas écrit chronique, c'est peut-être plus difficile à départager l'opinion des contenus factuels que quand on lisait un journal papier, puis que c'était bien présenté. Bon, on avait la page opinion, puis après ça, on avait les nouvelles, et puis qu'on arrivait mieux à s'y retrouver. Donc, en ligne, ça devient plus confus. Juste pour vous donner un exemple d'une information, une mésinformation, on va dire, qui peut circuler. Ici, on a un compte Instagram. Alors ça, c'est extrait de l'outil qu'on est en train de monter pour les jeunes. Hein. Instagram est une plateforme très populaire et ce n'est pas que des photos. Il y a aussi des contenus d'information qui circulent. Donc, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le phénomène de l'immunité collective. Donc, dans l'outil, on amène les jeunes à dire, bon, est-ce que si un ami partage quelque chose comme ça, est-ce que c'est une bonne source? Qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt que d'en discuter juste avec ses amis? Ben, on va voir notre ami Google, hein, c'est l'oracle de notre époque. Et ici, je suggère la recherche avec immunité collective, entre guillemets. Vous connaissez, je pense que vous êtes tous des adeptes de Google, avec COVID-19 pour bien préciser la recherche. Et là, on voit apparaître des sujets d'actualité, des articles d'actualité, donc la presse, le Journal de Montréal, le Figaro, certainement toutes des sources d'information relativement fiables, ce pas des sources spécialisées, mais c'est des médias d'information avec des journalistes professionnels. Et là, il y a en bas un lien vers le site. Alors, il faut déjà savoir que WHO, hein, WHO, c'est l'OMS, World Health Organization. Donc, ça demande déjà une connaissance un peu pour aller voir ça. Et si on clique sur le lien, on arrive sur cette page où déjà, très rapidement, là, le passage que j'ai surligné, on voit bien que l'immunité collective ne vient pas par l'exposition. Bon, si vous suivez un peu l'actualité, vous l'avez sûrement entendu, mais l'OMS nous dit que c'est vraiment la vaccination qui assure l'immunité collective. C'est le seul moyen et on l'entend encore en ce moment là, parce qu'on parle de... On est en train d'administrer le vaccin dans certaines parties de la population. Un autre, juste pour donner un autre exemple d'une rumeur qui circule, et puis bon, la semaine dernière, ma mère m'a dit « Ah, j'ai une amie qui se demande si le vaccin par les vaccins ARN messagers, si ça n'a pas un effet sur notre ADN. Hein? » C'est une rumeur qui circule depuis qu'on a annoncé que ce serait ce type de vaccin-là. Et moi, j'ai juste simplement sorti un article que j'avais sous la main, puis je lui ai envoyé, puis elle l'a partagé avec son amie, puis ça les a rassurés toutes les deux. Mais bon, ma mère n'était pas vraiment inquiète, mais elle voulait un contenu pour... comme vous n'avez pas tous une fille qui est prof à l'université qui peut faire ça pour vous, je ne peux pas vraiment assurer le service pour tout le monde. Je vais plutôt vous montrer comment le faire vous-même.
Donc, ici encore, on voit des textes. Alors, j'étais très contente, mais ça doit être mon algorithme qui fait apparaître ça. Impact Campus, qui est le journal étudiant de l'Université Laval. Alors, j'étais bien contente de le voir dans la liste, mais je ne vais pas vous parler de ce lien-là en particulier. On voit aussi, là où il y a le mot faux, là, ça, c'est les décrypteurs. Ça, c'est un peu les décrypteurs, c'est une équipe de vérification des faits, de fact-checking, comme on dit en anglais, ou de debunking, de réfutation de rumeurs. Des fois, les rumeurs sont vraies. Hein? Ça peut arriver que des choses qui circulent, qui sont virales, sont vraies. C'est pas tout faux. Et eux, ils mettent tout de suite vrai ou faux sur l'image pour qu'on n'ait pas besoin de lire l'article pour savoir la réponse. En fait, c'est toujours utile de lire l'article, mais on sait que les gens souvent ne cliquent pas et ne vont pas lire l'article jusqu'au bout. Mais le lien que je vais vous montrer, c'est plutôt un lien qui était apparu un petit peu plus bas. Et c'est un site, si vraiment vous aimez ça, cherchez loin là, dans vos recherches Google. C'est un site qui s'appelle The Conversation ou La Conversation, qui est un site, enfin, il y a plusieurs versions à l'international. Ça vient de l'Australie. Et c'est des journalistes qui travaillent avec des universitaires, des scientifiques, pour produire des textes de vulgarisation sur des sujets d'actualité. Et là, ici, c'est intéressant parce qu'on tombe sur un article d'un chercheur français. Et puis, sur le site de Conversation, on dit toujours quels sont les liens des chercheurs, leurs sources de financement, etc. Et bon, malheureusement, j'en ai pas mis assez, mais sur la page, on voit qu'il ne reçoit aucun financement de l'industrie pharmaceutique et il travaille pour cet institut de recherche. Enfin, il est financé par cet institut de recherche qui se spécialise dans l'agroalimentaire et l'environnement. Donc, absolument aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Et il explique, c'est surtout que le texte qui est très intéressant, là, je vous ai mis juste l'extrait qui nous dit, et vous trouverez de nombreux articles. Ça fait partie aussi des étapes intéressantes, c'est de voir qu'il y a plusieurs médias qui disent la même chose et qui apportent toujours les mêmes arguments, mais c'est parce que ce sont les arguments scientifiques factuels, c'est pas non plus un complot. Et vous retrouverez aussi ça dans des sites d'information québécois comme Québec Science, que je recommande beaucoup, vraiment un excellent média d'information scientifique. On est gâtés en matière de journalisme scientifique au Québec. Bon, je pense qu'il faut être... non, ça c'est pour l'infolettre. Je pense que vous pouvez en consulter quand même une bonne partie gratuitement, mais toujours une bonne idée de s'intéresser. Annulez surtout pas votre abonnement au Bel Âge, mais en complément, vous pourriez vous abonner à ce magazine qui est vraiment formidable. Jean-François Cliff, qui est journaliste au quotidien Le Soleil. Si vous êtes abonné à un quotidien régional qui est membre de la coopérative, des coopératives qui s'appelle CN2I, donc le Nouvelliste, la Tribune, le Quotidien, le Droit et la Voix de l'Est. Je pense que j'en ai oublié un, à part Le Soleil. Mais donc, Jean-François Clich fait des articles, il répond à des questions qui sont dans l'actualité. C'est un texte qui date du mois de juillet. C'est le texte que j'ai envoyé à ma mère. Que je trouvais quand même très, très convaincant parce qu'il fait vraiment des mises à jour très, très actuelles sur l'état de la science. Et c'est souvent très nuancé, ces réponses. Ce n'est pas quelque chose de... Bon, c'est peut-être un peu lourd à lire si on n'est pas spécialiste, là, mais on peut aller tout de suite au verdict puis voir que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Mais encore, faut-il connaître ces gens-là? Il faut savoir un peu où aller. Hein? C'est ça qui est plus compliqué quand on n'est pas spécialiste. Les chiffres, si vous entendez des chiffres, si vous voyez passer une image, un mème ou un... Bon, vous n'êtes pas des adeptes des médias sociaux, mais si vous voyez passer des chiffres sur la COVID et que vous vous dites « je ne suis pas sûr que ces chiffres sont bons », vous pouvez aller sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec qui donne les vrais chiffres en temps réel. Ça, c'est une autre chose. Les chiffres sur la COVID au Québec, hein, il faut toujours se méfier des chiffres des derniers jours parce qu'il peut y avoir des erreurs de calcul ou plutôt des données qui tardent à être confirmées. Hein. Je veux dire,
les différents CIUS du Québec compilent ces chiffres-là, mais vous pouvez aller aussi sur le site du CIUS, de votre CIUS. Moi, je vais sur le site du CIUS, c'est difficile à dire, de la capitale nationale presque tous les jours pour voir un peu ce qui se passe. Donc, vous pouvez avoir accès aux chiffres en temps réel. Et il y a des bonnes explications aussi sur les limites, ce qu'on est capable de montrer par rapport à la vaccination, par rapport à la progression des cas, etc. Il y a aussi des médias qui font des compilations et ce sont aussi des compilations qui sont fiables, je tiens à le dire. Alors ici, on a la presse qui donne l'évolution de la COVID-19 en graphique. Moi, j'utilise toujours un ordinateur, je n'utilise pas la tablette là, pour la Presse Plus, mais j'imagine que c'est très facile à consulter aussi. Et ici, j'ai un petit clin d'œil pour Odette qui me dit qu'elle serait là. C'est la cousine de mon conjoint qui est au Saguenay. Donc, j'ai pris un exemple du Saguenay. On peut choisir, toujours sur cette même page de la presse, on peut choisir la région où on réside et on peut consulter l'évolution des cas selon notre région. Donc, c'est une façon de voir un peu comment ça se passe, mais c'est pour montrer que non, on ne nous cache pas vraiment grand-chose. En fait, il y a des informations qu'on a du mal à faire sortir, puis c'est normal d'être critique, puis c'est correct d'être critique aussi des gouvernements et des médias. Mais c'est pas parce qu'on est critique qu'on est complotiste, c'est souvent une association qu'on entend aussi, mais les informations sont disponibles si on les cherche. Enfin, peut-être pas toutes, mais et en fait, je voulais vous montrer aussi ce graphique de Radio-Canada qui permet de faire une recherche peut-être plus par province que par région, mais qui permet de voir un peu comment la situation évolue si vous êtes des maniaques de chiffres. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. On parlait tout à l'heure du réseau international de fact-checkers ou de vérificateurs. Donc, ça fait partie des recommandations de l'OMS pour choisir des sources. Donc, au Québec, il y avait l'AFP qui travaillait en collaboration avec Facebook. Donc, l'agence France-Presse, toujours une bonne source d'information de toute manière, ainsi que l'agence Science-Presse qui a son détecteur de rumeurs, qui a toute une série de textes de vulgarisation qui, un peu comme les décrypteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Les décrypteurs, je voulais vous parler en tout dernier, j'ai encore d'autres choses, mais de ce robot conversationnel qui donne des outils pour combattre la désinformation. Donc, il y a toute une série de formations. Vous pouvez les choisir aussi, là, mais puis vous pouvez y aller dans l'ordre ou dans le désordre, mais c'est plutôt sympathique. Puis c'est conçu, évidemment, pour faire sur son téléphone aussi, si on préfère, mais sur n'importe quel écran, là, vous pouvez faire ça. Et en terminant, parce que je me disais ce matin que vous qui êtes là, vous n'êtes probablement pas des victimes de la désinformation trop, mais vous connaissez peut-être des gens autour de vous avec qui c'est difficile, enfin peut-être même des proches là, avec qui vous sentez que ça devient plus difficile. Il y a cette initiative qui vient d'être lancée cette semaine dont Marie-Ève et moi on fait partie. En fait, Marie-Ève fait partie du comité directeur. Qui s'appelle la science d'abord, et puis c'est un ensemble de chercheurs, de scientifiques, d'intervenants dans le domaine de la santé qui amplifient en fait des messages basés sur le consensus scientifique. Donc, c'est pas mal toujours des choses très, très fiables. C'est pas des rumeurs, c'est pas des polémiques, c'est des éléments qui sont et qui sont plutôt rassurants en fait. Concernant la pandémie. Je vais vous parler aussi de ressources si vous avez des gens qui sont aux prises avec, que vous pensez que ça peut être vraiment dangereux parce que dans certains cas, effectivement, la désinformation, ça peut mener à des comportements violents. On l'a vu à Washington au début du mois. On parle de quelque chose comme 140 policiers qui ont été blessés, en plus des 5 personnes décédées et de 2 policiers qui se sont suicidés après ces événements-là. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dramatique aux États-Unis. Mais bon, c'était juste pour dire que la désinformation, dans certains cas, ou l'adhésion aux théories du complot, ça devient presque un symptôme d'un problème
plus grave, hein, on va parler de radicalisation dans certains cas, et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, ce n'est pas la même chose que la chaire à laquelle Marie-Ève est associée, mais c'est vraiment un centre de ressources. Ils ont un service d'accompagnement pour les proches et aussi InfoSect qui, eux, ont une expertise un peu différente, mais c'est un peu les mêmes mécanismes psychologiques et sociaux qui font que quelqu'un adhère à une secte ou va adhérer à des théories du complot. Donc, ils ont une expertise et malheureusement pas assez de ressources, je pense, mais c'est des organisations qui existent, qui offrent des services. Et puis évidemment, si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver aussi toutes sortes d'entrevues avec des spécialistes là, qui donnent des conseils également. Moi, ce n'est pas mon domaine. Ça m'intéresse, par exemple, parce que j'ai vu des gens autour de moi tomber un peu là-dedans. Puis j'ai essayé de les accompagner. Ce qu'on dit de manière générale, c'est de ne pas juger les gens, de ne pas les dénigrer, de les écouter, de les respecter comme personne dans leur dignité. Mais il n'y a pas de solution simple pour aider les gens à sortir de là. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé mon temps, mais je pense qu'on va avoir une belle discussion. Merci beaucoup, Colette, pour ces infos. C'était vraiment super, très, très, très intéressant. Donc, en fait, là, c'est le temps, c'est la période de questions. On va avoir une petite période de questions, un grand maximum de 15-20 minutes. Donc, nous avions déjà des questions. Donc, en fait, de toute façon, donc, comme je vous le rappelais, vous pouvez encore poser vos questions. On ne s'arrête pas là. Donc, vous avez Q et R en bas de votre écran si vous voulez en poser. Donc, on avait une première question de Pierre. Est-ce qu'on peut poursuivre devant les tribunaux ceux qui propagent des fausses nouvelles? Est-ce que tu veux y aller, Marie-Ève, ou tu veux... C'est compliqué. Colette, tu compléteras si tu veux. C'est compliqué parce que les fausses nouvelles, c'est pas interdit, hein. Au Canada, il faut savoir que partager des fausses nouvelles, c'est pas illégal. Il y a déjà eu une loi à un certain moment qui interdisait le partage de fausses nouvelles et qui a été abandonnée lors d'une poursuite là, contre quelqu'un qui avait partagé des pamphlets qui niaient l'Holocauste, en fait. Cette personne a été poursuivie, puis on a jugé que la loi contre le partage de fausses informations n'était pas constitutionnelle. C'est que c'est très dangereux, en effet, d'avoir une loi claire qui interdit la fausse information parce que, bon, le savoir évolue. Parfois, à un certain moment, ce qu'on pense faux s'avère vrai. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de pays plus autoritaires, disons, dans des régimes politiques qui ne sont pas démocratiques, qui ont adopté des lois contre les fausses nouvelles et qui sont finalement des lois davantage oppressives qui servent à, par exemple, arrêter des gens qui s'opposent au régime. Il y a d'autres endroits où on a adopté des lois qui s'appliquent à des moments spécifiques. C'est-à-dire qu'en France, il y avait déjà comme une loi qui protégeait contre le partage de fausses nouvelles, mais qui était plus ou moins appliquée. Et là, on a resserré pour le moment où il y a par exemple, des élections. Et là, on a mis des mesures plus strictes en place pour éviter des partages de fausses nouvelles pendant les élections. Bref, tout ça pour dire que c'est difficile de poursuivre contre une fausse nouvelle qu'on sait fausse. Par contre, il peut y avoir d'autres motifs de poursuivre. Si, par exemple, quelqu'un se fait diffamer, bien là, il peut poursuivre pour diffamation, atteinte à sa personne, à sa réputation, si la personne est impliquée dans la nouvelle. On a vu ici, tout à l'heure, Colette parlait de médias satiriques. Mais le Journal de Montréal avait été poursuivi, qui est un média satirique, un peu comme Le Revoir. Il avait été poursuivi par le Journal de Montréal là, pour usurpation un peu de nom. Et il y a eu dans la poursuite des gens qui se sont plaints aussi du fait que certaines nouvelles les avaient heurtés, eux, en tant qu'individus. Évidemment, moi, en communication, c'est pas mon champ, mais je co-dirige une étudiante qui s'intéresse justement en ce moment à la législation des fausses nouvelles et qui est en droit. Donc, je vois un peu ce qui se passe et c'est pas simple d'encadrer légalement les fausses nouvelles. Là, il y a vraiment tout un système qui doit être mis en place. L'étudiante que je co-dirige, Alexandra Joseph, est vraiment en train justement de montrer que c'est un système qui doit s'installer en réseau avec différentes initiatives, non seulement des lois qui sont un peu plus internationales, mais que là-dedans entre justement tout ce dont on a parlé en tant que vérificateur de faits qui lutte contre la désinformation, initiative d'éducation aux médias pour les citoyens. Donc, il faut vraiment qu'un système avec différentes autorités se mette en place pour contrer la désinformation. Mais donc, non, juste dire je vais poursuivre quelqu'un qui a fait une fausse information, c'est assez compliqué. Oui, c'est ça. Donc, pour compléter. Oui, excusez-moi, Colette, allez-y. Je voudrais juste compléter sur cette question-là. Est-ce que vous vouliez passer à une autre question? Ou Non, pas du tout. C'est parce que Pierre a posé cette question
question parlait justement, c'était pour justement affiner sa question. Il disait en cas de dommage, parce qu'effectivement, poursuivre, comme disait Marie-Ève, poursuivre une fausse nouvelle pour une fausse nouvelle, non. Mais en cas de dommage, Marie-Ève parlait de diffamation, et c'était la question, Pierre avait précisé sa question ensuite comme ça. Oui. D'accord. Ben, en fait, ce qu'on a vu comme poursuite, en fait, c'est lorsqu'il y a des menaces, hein, des menaces directes sur des personnes, des menaces de violence. Alors ça, c'est effectivement, c'est parce que, je veux dire, la personne représente un danger. Alors, c'est une des limites qu'on reconnaît dans notre régime de droit à la liberté d'expression. Donc, c'est peut-être l'argument le plus facile à faire pour condamner quelqu'un, puis on a eu quelques cas. Et d'ailleurs, ce sont parfois des gens qui sont à la tête ou des leaders du mouvement complotiste, là, si on peut l'appeler comme ça. Donc, déjà, le fait que ces gens-là fassent des menaces, c'est peut-être un signal qu'on ne devrait peut-être pas les croire, là. Et aussi des gens qui ont été un peu embarqués là-dedans. Le plus souvent, quand on voit des gens qui sont condamnés, qui doivent arrêter d'utiliser les médias sociaux parce qu'ils ont menacé quelqu'un, c'est des gens qui sont assez vulnérables. C'est des histoires tristes. Donc, je dirais que la solution juridique, elle passe effectivement par d'autres moyens que des lois pour interdire la circulation d'informations. Puis on parle aussi de réguler les plateformes. Alors Facebook, Twitter et compagnie, vous avez tous vu, je m'excuse de prendre toujours l'exemple des États-Unis, mais il est tellement dramatique. Et les États-Unis, c'est le berceau des médias sociaux, donc c'est comme s'ils récoltaient un peu ce qu'ils avaient semé. Donc, après les événements du Capitole, tous les médias sociaux, les uns après les autres, ont fermé les comptes de Donald Trump et de beaucoup de groupes ou de dirigeants de groupes complotistes ou des groupes tout simplement qui avaient des contenus complotistes. Et moi, c'est une approche que je ne trouve pas tellement idéale parce que c'est des entreprises privées, dans le fond, qui prennent cette décision-là. Ça peut être très justifié de le faire, mais ça prendrait plutôt un cadre réglementaire où on sait comment ils font pour fermer certains comptes et sur quelle base, sur des bases idéalement légales, plutôt que simplement, ben là, tout le monde le fait, alors c'est correct de le faire. On a vu les plateformes intervenir aussi. En fait, les premiers cas où les plateformes ont commencé à intervenir vraiment sérieusement, c'est quand il y a eu une épidémie de rougeole, notamment aux États-Unis, enfin dans certaines régions des États-Unis. Et là, ben, parce que ça met la vie des gens en danger et potentiellement la vie de personnes innocentes, même des enfants, ben là, on dit oui, là, on peut intervenir parce qu'il y a vraiment un risque immédiat pour la santé. Puis dans le cas de la COVID-19, on pourrait dire que c'est le cas aussi, malgré tout ce qu'on peut dire, là, de dire, bon, ben, il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui en meurent. C'est quand même une maladie qu'il faut prendre très, très au sérieux. Et donc, ça peut justifier des interventions un peu plus musclées. Mais effectivement, il n'y a pas de loi contre les fausses nouvelles en tant que telle. Qui répond, merci Colette, ça répond aussi à une question que Jean avait posée sur l'encadrement des médias sociaux par le gouvernement. Je crois qu'on va encore prendre deux questions. Donc, il y avait une question de Mario, parce que là, on parle évidemment de pandémie et de fausses nouvelles. Donc, Mario nous demandait, vous demandez, pas moi, qu'en était-il lors de la grippe espagnole en 18? Est-ce qu'on a aussi senti ce mouvement complotiste et ce mouvement de fausses nouvelles? Bon, ben, je peux commencer. Moi, je ne suis pas historienne, mais j'ai lu des articles. Il y a eu beaucoup de publications sur la grippe espagnole hein, depuis le début de cette pandémie. Hein. Ça s'est passé il y a 100 ans, donc il y a quelque chose de... il paraît qu'il y a encore des gens qui ont survécu à la grippe espagnole qui vivent. Ils doivent être assez âgés. Mais il y a eu effectivement, oui, des rumeurs et les mêmes types de résistance, les mêmes types d'inquiétudes. C'est passionnant. Mais ce qui est différent vraiment à notre époque, c'est le rôle des médias sociaux qui deviennent un amplificateur, puis à l'échelle mondiale, et aussi qui deviennent des lieux où les groupes complotistes s'encouragent un peu les uns les autres. Là, il n'y a plus cette idée que, bon, c'est des idées qui sont marginales et qui peuvent plus difficilement circuler. On voit que, par exemple, il y a des groupes au Québec qui vont traduire
en français des théories du complot qui viennent des États-Unis. Puis à partir du Québec, ben, ça va être repris en France. Alors, c'est c'est pas entièrement rassurant. Si je peux me permettre juste de compléter, c'est pas juste la grippe espagnole. Hein. Ce qu'on voit en ce moment sur la COVID, là, c'est souvent des théories du complot qui circulaient déjà par rapport au sida ou à l'Ebola. Donc, le fait que ça aurait été créé en laboratoire, le virus, ou que le vaccin, par exemple, fait partie d'un complot pharmaceutique. Bien, c'est exactement les mêmes théories qui circulaient sur le sida à un certain moment, sur l'Ebola, là, qui ont été repris pour la COVID. Mais la différence, peut-être, en ce moment, c'est que ça circulait vraiment plus rapidement sur les réseaux sociaux. Et là, comme la maladie concerne tout le monde, la pandémie affecte tout le monde, mais c'est comme si tout le monde était plus exposé et on partageait plus rapidement ça. Ce qu'on voyait dans les premiers sondages, entre autres Conspiracy Watch, tout ça mettait de l'avant vraiment la vitesse à laquelle les gens ont été exposés à ces théories-là, puis les ont partagées. Mais comme tel, c'est souvent des théories qui ressemblent vraiment à ce qui existait sur d'autres maladies. Merci Marie-Ève. On avait une question qui rejoint, donc on a un commentaire et une question. Donc il y a Claudine qui nous disait j'ai dit à un membre de ma famille de vérifier ses sources. Elle m'a dit qu'à l'avenir, je vais garder mes opinions pour moi. Conclusion, ce n'est pas tous les gens qui veulent connaître la vérité. Ça demande un effort que certains ne sont pas prêts à faire. Ce qui rejoint une question qu'on avait de Lynn, c'est comment aborder une connaissance qu'on voit souvent partager des faussetés sur son compte sans créer de chicane. Je sais, collègues, que vous avez déjà un petit peu abordé ça tantôt. Vous aviez l'air de dire qu'il n'y avait rien à faire, mais il n'y a vraiment rien à faire. On ne peut pas, parce qu'on est tous entourés, je pense, de gens qui partagent des théories du complot pour le moment. Ben, écoutez, c'est pas facile. Puis on en a tous des membres de notre famille ou de notre entourage qui sont plus ou moins dans ces logiques-là. J'ai lu des témoignages de gens qui s'en étaient sortis et qui racontaient que, alors qu'ils étaient vraiment très radicalisés, là, qu'il y avait des proches qui leur écrivaient en privé, qui les contactaient, puis quand ils sont vraiment dans cette logique, là, on parle vraiment de complotisme, là, c'est peut-être pas le cas de cette personne, mais il y a vraiment là, des œillères, là, puis ils pensent que c'est les autres qui sont aveuglés. Alors, c'est très, très difficile, voire impossible d'établir le contact, mais je pense que dans l'espoir où la personne va un jour s'en sortir, ça tombe pas entièrement. Les gens ne veulent pas perdre la face, ils ne veulent pas avoir l'air fou. Alors, tout est dans la façon de le faire, mais même en le faisant de la manière la plus respectueuse, la plus polie, la plus gentille, on ne va pas convaincre tout le monde. Puis je pense qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire. Je sais qu'il y a des membres, il y a des gens, en tout cas, dans mon entourage avec qui je ne peux plus avoir de contact en ce moment, où on parle d'autre chose. Mais c'est pas. Mais elle a tout à fait raison. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire cet effort-là. Je suis assez d'accord. Oui. Sinon, ben, juste le meilleur truc aussi, c'est de ne pas confronter. Là, c'est un peu ce que Colette disait, mais si on essaie de dire carrément non, mais comment tu ne vérifies pas tes sources ou comment tu peux croire à cette information-là alors que ça semble farfelu, c'est vraiment pas le bon moyen d'entrer en contact parce que là, la personne va se fermer, elle va être fâchée parce qu'elle se sent attaquée, puis elle ne voudra plus parler. Donc, le meilleur moyen, peut-être, c'est d'essayer de faire un dialogue et pas d'attendre d'être dans un moment où il y a plein de gens avec nous. C'est pas dans un groupe Zoom ou dans un party de famille, même si en ce moment, ça se passe moins, mais c'est vraiment un moment peut-être privé un à un, là, que beaucoup de mes collègues qui sont plus en psychologie, je parle sous leur gouverne, mais vont dire d'attendre un moment où on est seul à seul et de dire pourquoi tu partages ça? Est-ce que tu as regardé d'où ça vient? Pourquoi tu as besoin de peut-être croire à ça ou partager ça? Puis souvent, ça met en lumière, soit justement un besoin de se faire conforter dans des émotions, l'anxiété, aussi d'autres sentiments à travers ça. Et quand on en discute avec la personne, on peut dire, tu as le droit, un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est correct de dénoncer, là, de dire, je ne suis pas d'accord avec certaines mesures, je peux être en désaccord avec le couvre-feu, avec le masque. C'est pas parce que je suis en désaccord que je suis complotiste nécessairement. Et là, on peut se rejoindre sur certains points. Et ça peut au moins ouvrir la discussion pour pas que la personne se ferme puis arrête de nous parler ou carrément, comme ce que Colette disait, parler d'autres choses en attendant. Je sais que plusieurs de mes collègues qui travaillent là, vraiment plus en intervention psychosociale disaient que là, ceux qui croyaient entre autres aux thèses de QAnon ou tout ce qui se passait là, sur le grand complot américain, c'est comme un bon moment pour discuter avec eux parce que là,
il y a beaucoup d'hésitation avec le fait qu'on a un nouveau président américain. Donc, ça peut être un bon moment pour ces personnes-là d'initier le contact, mais je pense que le meilleur moyen, quand vraiment les personnes adhèrent vraiment à fond, pas juste à une fausse nouvelle qu'elles croient peut-être vraie, mais à un ensemble de théories complotistes, c'est peut-être passer par les ressources que Colette a ciblées tout à l'heure, l'Infosect ou le Centre de prévention de la radicalisation. Un grand merci, Marie-Ève Carignan et Colette Brun, pour vos interventions très intéressantes. Si vous aviez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou auxquelles vous songez après, vous pouvez nous les envoyer à webinaire@lebellage.ca, webinaire avec S. Nous organiserons d'autres webinaires gratuits très prochainement, donc restez à l'affût sur notre site lebellage.ca. Et si vous voulez en savoir plus sur les fausses nouvelles, il y a aussi notre site Citoyen Branché, donc citoyenbranché.lebellage.ca. Et enfin, parce que j'ai donné ça très vite, je parle très vite, sachez que vous allez recevoir la semaine prochaine un courriel avec le rappel de ces adresses-là, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Je pense qu'on va aussi joindre une partie de la présentation de Colette. Donc, vous recevrez tout ça la semaine prochaine. Donc, merci à tous et à très bientôt, j'espère.